Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Je commence cet épisode avec un trigger warning parce que aujourd'hui je vais parler de l'histoire des agressions sexuelles au regard de la loi au Québec et au Canada. Je vais essayer d'en parler avec le plus de délicatesse possible et je vous jure que c'est un sujet dont il est nécessaire et important de parler, mais si vous n'aimez pas la manière dont j'aborde tel ou tel enjeu, je vous invite à m'écrire et à m'en faire part. Vous savez sûrement qu'en 2021, au Québec, c'est extrêmement difficile pour les survivantes d'agressions sexuelles de prouver qu'elles ont bel et bien été victimes d'un crime. La plupart des plaintes ne sont pas retenues faute de preuves, et ce sont majoritairement des femmes qui se font agresser par des hommes, même si ça arrive que ça soit l'inverse, et c'est tout aussi injuste et grave. Ça veut pas dire que les hommes sont fondamentalement de mauvaises personnes, ça veut juste dire qu'on a du travail à faire en tant que société pour mieux s'éduquer. Aussi, dans notre système de justice, avec la présomption d'innocence, c'est presque impossible pour une personne de prouver hors de tout doute raisonnable qu'elle a été agressée. Pourquoi est-ce qu'on remet systématiquement la parole des plaignantes en doute? Pourquoi, même quand 50 femmes dénoncent le même homme, ça suffit pas à ce qu'il soit condamné? Si on fait une petite analyse de l'évolution de notre histoire en matière des lois sur la santé sexuelle des femmes, vous verrez que ça met beaucoup de choses en perspective. Je dois vous dire que pour réaliser cette capsule, je me suis inspirée d'une ligne du temps qui a été publiée sur une page Facebook que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Abattoir, et qui sait apaiser toute ma rage par son humour cynique. Et si vous êtes comme moi, ben à bout de temps en temps, vous irez la suivre aussi. Donc, si on remonte en 1925 au Canada, la loi fédérale sur le divorce est modifiée pour autoriser les femmes à divorcer de leur époux pour les mêmes raisons que ce dernier pouvait divorcer d'elles, c'est-à-dire l'adultère. Auparavant, les femmes devaient prouver qu'il y avait eu de la bestialité. Ça n'a pas vraiment rapport avec la dénonciation d'agression, me direz-vous, mais rappelez-vous qu'avant ça, on était dans un contexte où les femmes n'avaient ni le droit de se refuser à leur mari, ni vraiment le droit de divorcer, ou en tout cas c'était compliqué. En 1928, les lois sur la stérilisation qui visaient à limiter la reproduction des personnes inaptes et qui ciblaient les femmes autochtones sont adoptées en Alberta. Pour la Colombie-Britannique, c'est en 1933. En 1960, le gouvernement canadien autorise la vente de la pilule anticonceptionnelle dans le but de régulariser les cycles menstruels. Son utilisation comme méthode contraceptive reste un acte criminel. En 1969, l'homosexualité est décriminalisée dans le Code criminel. Le 4 août 1982, la Chambre des communes adoptait le projet de loi C-127, modifiant le Code criminel en matière d'infractions sexuelles et d'autres infractions contre la personne. Ce projet de loi donne naissance en 1983 à la loi canadienne sur les agressions sexuelles. Dans son projet de loi C-127, le législateur a remplacé le crime de viol par des infractions d'agression sexuelle afin de soustraire le crime de son contexte sexuel pour en reconnaître le caractère violent. En d'autres termes, le législateur voulait amener la société à considérer l'activité sexuelle sans consentement comme essentiellement violente plutôt que sexuelle. Donc, c'est seulement en 1983 que les lois sur le viol sont modifiées pour inclure l'agression sexuelle. Le viol conjugal est criminalisé pour la première fois. En 1988, l'avortement est décriminalisé après une lutte qui s'est étalée sur plusieurs décennies, croyez-le ou non. On peut considérer que c'est une violence qui est faite aux femmes dans leur sexualité de les empêcher de mettre un terme à une grossesse qui est non voulue. En tout cas, c'est ça que je pense. En 2010, parmi les victimes d'infractions sexuelles à l'âge adulte rapportées au service de police canadien, 92% sont des femmes. Donc, comme vous pouvez le constater, nos lois sont depuis longtemps dangereuses pour la santé sexuelle des femmes et ont pris du temps à s'adapter à leur réalité, même si elles constituent la moitié de l'humanité. C'est normal dans un monde où les universités se sont ouvertes très timidement il y a pas plus de 100 ans aux femmes, et on parle de beaucoup moins de temps lorsqu'on regarde les facultés de droit, et où le système a été largement dominé par les hommes. Comme je le disais plus tôt, c'est pas que les hommes sont de mauvaises personnes. C'est juste que ça a été difficile pendant longtemps pour eux de comprendre c'est quoi avoir un corps que les autres peuvent s'approprier à leur guise. C'est un fait, il y a pas mal moins de chances qu'un homme vive des agressions ou des micro-agressions dans sa vie, même si ça arrive, alors que la plupart des femmes en vivent quotidiennement. Et c'est encore pire quand on parle de femmes racisées. Bref, les agressions sexuelles, c'est un enjeu qui a gagné de la visibilité comme jamais dans l'espace public ces dernières années,
notamment avec le mouvement MeToo en 2017, puis avec les dénonciations de l'été passé. Les débats que ça soulève prouvent qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour que notre société soit juste pour tout le monde et que les problèmes des femmes soient considérés comme de vrais problèmes au sens de la loi. Donc, j'espère que vous avez appris un ou deux trucs au cours de cet épisode. On se revoit, j'imagine, dans les semaines suivantes pour parler d'un autre sujet qui sera un peu moins délicat et qui sera un peu plus léger. Donc, au plaisir de vous revoir. Merci pour votre écoute.